Je vous remercie sincèrement pour votre présence ce soir pour le lancement d'Andy Gynéco dans le Grand Est. Je vais laisser la main du coup à Agnès Gerbeau, directrice de l'autonomie de l'ARS Grand Est, pour l'introduction de ce webinaire. Écoutez, bonsoir à tous et merci de vous être rendu disponible à cet horaire pour ce webinaire de lancement sur Andy Gynéco. Je vais revenir en quelques mots sur le contexte dans lequel ce dispositif s'intègre de façon à bien replanter le décor global des politiques publiques sur le sujet. On est bien là dans le cadre de quelque chose qui se situe dans une priorité d'action de l'ARS en lien avec les partenaires et depuis plusieurs années, à savoir la priorité mise sur l'accès aux soins des personnes concernées par des difficultés spécifiques et notamment des personnes vivant avec un handicap. Pourquoi? Parce que nous avons des enjeux autour de l'amélioration de cet accès aux soins de façon générale. On sait que les personnes en situation de handicap, comme tout citoyen, relèvent du système de santé de droit commun pour l'ensemble de leurs soins, mais on constate également que certaines personnes, et notamment les personnes en situation de handicap, se retrouvent en échec de soins en milieu ordinaire avec une prise en charge freinée, une insatisfaction de leurs besoins en soins de manière assez courante et plus fréquemment qu'en population générale. Au global, les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap concerné, sont moins bien soignées que les autres dans notre pays. Il en résulte un moindre accès au diagnostic de problématiques somatiques, une surexposition à des pathologies lourdes, un moindre accès à la prévention, une détérioration de l'état général et au final, une espérance de vie qui aujourd'hui encore est moindre de 10 à 15 ans par rapport à la population générale. Ces constats, donc on ne s'en satisfait bien sûr pas, ils sont valables pour l'ensemble des pathologies et notamment pour les questions de prévention et de soins gynécologiques qui sera le sujet de notre webinaire aujourd'hui. D'où cette priorité d'action que nous portons au niveau ARS, traduite dans notre projet régional de santé, priorité d'action qui n'est pas nouvelle. Alors, notre projet régional de santé, il a été élaboré en 2018, mais il s'est inscrit dans l'ensemble des actions que les ARS mènent depuis des années en lien avec les partenaires sur ce sujet de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Et en tout cas, au sein de ce projet régional de santé, nous avons un schéma régional de santé que nous avons révisé en fin 2023, donc fin d'année dernière, et dont la priorité 3 a trait à la préservation de l'autonomie à tous les âges de la vie. Cette priorité 3 comprenant elle-même un axe de travail important sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. De la même manière, nous avons également des feuilles de route ou des orientations de politique publique spécifiques et d'actions publiques spécifiques sur certains sujets qui prennent en compte cette problématique. Par exemple, la feuille de route de l'agence sur le cancer, qui prend notamment en compte la question de l'accès au dépistage des cancers du sein ou de l'utérus chez les personnes en situation de handicap, ou la mobilisation de la prévention des violences faites aux femmes. Donc, sur cet accès aux soins de manière générale des personnes en situation de handicap, depuis plusieurs années, nous avons, avec les acteurs, mis en œuvre un certain nombre d'actions concrètes. On peut penser à toutes les actions de soutien aux organisations qui ont été mises en place, avec des consultations ou des dispositifs qui permettent de structurer l'offre de soins somatiques, des consultations dédiées en établissement de santé, des dispositifs polyvalents qui permettent plusieurs types de consultations ainsi que certains examens complémentaires pour le public le plus dépendant. Et puis, nous avons en 2024 fait un appel à manifestation d'intérêt sur l'amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, dont les résultats seront bientôt publiés. L'instruction vient de s'achever et qui contribuera à apporter des solutions nouvelles et complémentaires sur cette question d'accès aux soins. Donc, des organisations, un soutien aux organisations permettant ce soutien à l'accès à la santé, accès aux soins des personnes en situation de handicap, dont notamment l'accès aux soins gynécologiques. On a également un partenariat assez actif avec l'association nationale Coaxis Santé depuis plusieurs années maintenant pour diffuser un certain nombre d'outils pour favoriser la communication à destination des personnes et de leurs aidants. C'est notamment l'outil Santé BD, ce sont ces BD thématiques sur des sujets de santé qui sont rendus accessibles
notamment aux personnes en situation de handicap, et puis aussi des outils à destination des professionnels de santé au travers du site HandiConnect. C'est un site ressource pour aider les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne auprès de patients en situation de handicap. On a cette action-là, un soutien aux organisations, un partenariat avec Coactis, et puis le sujet de la formation qui est également l'objet de notre mobilisation avec des partenariats avec les universités et les organismes gestionnaires sur la sensibilisation précoce des étudiants en santé ou handicap, avec notamment désormais le stage obligatoire des étudiants de médecine, par exemple, en deuxième année, qui se déploie petit à petit dans l'ensemble des facultés de médecine, dans les 3 facultés de médecine de notre région. Du coup, c'est bien dans ce contexte global que HandiGynéco prend place, sur la base d'un focus spécifique sur les caractéristiques de difficulté d'accès aux soins gynécologiques pour les personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça que nous avons décidé de mettre en œuvre à partir de 2024 et concrètement de 2025 dans la droite ligne de la généralisation annoncée de ce dispositif lors de la conférence nationale du handicap de 2023, que nous avons donc décidé de mettre en œuvre ce dispositif HandiGynéco qui vise à répondre concrètement aux difficultés d'accès à la prévention et aux soins en santé sexuelle des femmes accueillies en établissement d'accueil médicalisé dit femmes, les ex-femmes, foyers d'accueil médicalisé, et en maison d'accueil spécialisée, et à contribuer à la lutte contre les violences sexuelles dont elles sont susceptibles d'être victimes. Donc c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Je remercie à cet égard l'URPS des sages-femmes qui s'est tout de suite mobilisée à nos côtés sur ce projet et dont l'une des représentantes, Madame Bouquet, qui a une expérience spécifique, interviendra ce soir dans ce webinaire. Merci à elle. Nous avons fait collectivement le choix en Grand Est de confier le déploiement opérationnel de la démarche à l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, qui assure déjà depuis 2021 le portage du Centre de ressources régionales Intime Agir sur la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, ce qui lui apporte une expertise sur ces thématiques, une connaissance du public concerné et des acteurs. Donc, Madame Bandel, qui assure l'organisation et l'animation de ce webinaire avec l'ensemble de l'équipe d'Intime Agir, est en charge de la chefferie de projet régional qui a été mobilisée pour ce déploiement et j'en profite donc pour la remercier le Centre Intime Agir d'avoir relevé ce défi. Lors de ce webinaire, nous allons revenir sur l'enjeu spécifique de santé publique que représente la santé sexuelle des femmes en situation de handicap, la genèse du dispositif HandiGynéco, ses objectifs, ce en quoi il consiste concrètement, et les conditions de sa mise en œuvre. Une chose est sûre, la clé de la réussite de ce dispositif, c'est l'engagement de tous, et notamment des professionnels de santé, en particulier des sages-femmes, et des professionnels des structures médico-sociales. C'est pourquoi nous avons conçu ce séminaire pour vous qui êtes autour de l'écran, que vous soyez sage-femme exerçant en libéral, que vous soyez représentant des MAS et des établissements d'accueil médicalisé, des femmes, pour revenir plus précisément dans la suite des informations que vous avez pu avoir dans les mois passés sur ce sujet, sur les implications concrètes du dispositif HandiGynéco. Il y aura bien sûr un temps de réponse prévue, une séquence prévue pour prendre vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Et l'idée, ce sera d'y répondre, bien sûr, de façon à ce que tout questionnement puisse être traité, tout doute puisse être levé. Nous avons une ambition forte pour que les 1700 femmes en situation de handicap qui habitent dans les 171 structures concernées en Grand Est puissent bénéficier des soins et actes de prévention gynécologique qui leur sont nécessaires. Donc, nous avons l'ambition que ce webinaire participe à susciter un maximum de mobilisation des principaux acteurs, c'est-à-dire vous, sur ce dispositif, puisque nous souhaitons pouvoir mettre en place dès le début de l'année prochaine les premières sessions de formation à l'attention des sages-femmes volontaires et démarrer dès le premier semestre 2025 les premières consultations et les premiers ateliers de sensibilisation à la vie affective et à la prévention des violences qui vont vous être présentés. Donc, c'est important que très rapidement, les femmes accueillies dans les MAS et les femmes puissent de la région accéder à ces consultations, que les hommes qui y résident dans ces structures et les professionnels qui exercent puissent bénéficier d'une sensibilisation sur ces sujets. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui et je ne suis pas plus longue, je l'ai déjà été trop. Je laisse la parole à Madame Bandel. Merci. Merci beaucoup, Madame Gerbeau, pour ce cadrage très clair qui nous permet bien de comprendre dans quel contexte s'inscrit HandiGynéco.
Donc effectivement, comme vous avez pu l'indiquer, je vais reprendre un petit peu la genèse d'Handigynéco. Concrètement, Handigynéco a été initié en Île-de-France suite à une étude qui a été faite, qui a été lancée par l'ARS Île-de-France pour identifier les difficultés d'accès aux consultations gynécologiques dans les établissements médico-sociaux médicalisés sur l'Île-de-France. Donc, suite à cette étude qui relève effectivement que 65% des femmes accueillies ne bénéficient pas de suivi gynécologique régulier, que 75% d'entre elles n'ont jamais eu de mammographie, que 25% d'entre elles n'ont également jamais eu de frottis et que plus de 25% des femmes interrogées ont déclaré avoir subi au moins un cas de violence, il a été effectivement décidé de mettre en place un dispositif permettant de répondre à ces difficultés. Alors un petit peu pour que ces chiffres vous parlent, à contrario, dans la population générale, selon la Fédération nationale des collèges des gynécologies médicales, 15% des femmes dans la population générale n'ont pas de suivi gynécologique régulier et on passe à 31% des femmes entre 15-24 ans et 28% pour les plus de 65 ans. Selon les chiffres de Santé publique France, sur l'année 2021-2022, il ressort également que 41% des femmes n'ont pas effectué de mammographie, que ce soit dans le programme de dépistage mis en place par Santé publique ou hors programme. En ce qui concerne les violences, il était important effectivement aussi de revenir sur cette thématique. Plusieurs études et plusieurs chiffres relèvent que les personnes en situation de handicap sont plus souvent victimes de violences que les personnes dites valides. On a différents chiffres qui ont été également repris par Coactis Santé. Donc en Europe, 4 femmes en situation de handicap sur 5 subissent des violences ou maltraitances de tout type. Ce sont 35% des femmes en situation de handicap qui subissent des violences conjugales, que ce soit physiques ou sexuelles, de la part de leur partenaire, à contrario de 19% des femmes dites valides. Une étude a été faite spécifiquement sur les femmes avec TSA, où on relève des chiffres où plus de 80, quasiment 90% des femmes avec TSA subissent des violences sexistes ou sexuelles au cours de leur vie. Sur ces femmes, 47% vont les subir avant l'âge de 14 ans, 31% avant l'âge de 9 ans et 75% vont les subir à plusieurs reprises. Donc on est effectivement dans un contexte problématique qui relève d'un réel problème de santé publique. Donc toujours pareil, pour que ces chiffres vous parlent, à contrario, l'association Nous Toutes relève que 53% des femmes déclarent, donc dans la population générale, déclarent avoir subi une violence sexuelle au cours de sa vie et on monte à 63% pour les plus jeunes. Donc, comme je vous expliquais, le déploiement sur l'Île-de-France s'est fait sur les années 2018-2019. Suite à cette expérimentation, il a été décidé que 2 autres régions puissent également proposer cette expérimentation. Il s'agit donc de la Normandie ou de la Bretagne. Donc, pour la Normandie, l'expérimentation s'est faite à partir de juin 2022. Le déploiement en Bretagne à partir de juin 2023. Et donc, suite à ces 3 expérimentations, le comité interministériel du handicap et le ministère a décidé en septembre 2023 de déployer Handigynéco, le dispositif Handigynéco sur l'ensemble des régions au niveau national. Donc, suite à la note d'information du 16 février 2024, lancé auprès des ARS régionales, le lancement Grand Est a pu se faire à partir de juillet 2024. Donc, suite à cette genèse, petite partie d'histoire d'Handigynéco, je vais laisser la place à Amandine Bocquet,
qui est secrétaire au sein de l'URPS Sage-Femme, qui est également sage-femme libérale, et qui va un petit peu vous expliquer l'importance pour une sage-femme de la mise en place de ce dispositif. Du coup, bonjour à toutes et merci, parce que je vois qu'il y a beaucoup de participants ce soir pour ce webinaire. Donc moi, effectivement, je suis Amandine Boquet, donc je suis secrétaire à l'URPS Sage-Femme. Je suis également donc sage-femme libérale. On nous a contactés au sein de l'URPS, donc l'ARS nous a contactés et on travaille effectivement avec un team Agir dans ce sens pour la mise en place du coup du dispositif Handigynéco dans le Grand Est. On a immédiatement répondu présente parce que comme on a vu, comme Julie l'a dit précédemment, il y a des chiffres forts qui parlent au niveau du suivi gynécologique pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, là, on sait qu'il y a 65% des femmes qui n'ont pas de suivi gynécologique régulier et 25% pas de frottis. Donc, dans cette population-là, on voit que c'est une réelle perte de chance pour ces femmes. Par contre, effectivement, en tant que sage-femme libérale, on n'a pas énormément de demandes spontanées de personnes en situation de handicap qui viennent consulter. D'où l'importance aussi pour nous en tant que sage-femme d'aller vers ces personnes-là, d'aller les contacter dans ce sens-là pour aussi du coup faire connaître l'importance du suivi gynécologique de prévention, également l'importance aussi de l'implication des sages-femmes dans le suivi gynécologique, puisqu'on est complètement habilité à faire ce suivi de prévention. Depuis 2009, c'est quelque chose de très habituel pour les sages-femmes libérales. Donc, on a toute notre place à prendre dans le lancement de ce dispositif-là, et aussi bien du coup pour le suivi gynécologique de prévention de base, mais aussi, on va sûrement en reparler plus tard, pour la mise en place des ateliers de prévention qui concerneront aussi bien le personnel des établissements que les personnes qui sont accueillies au sein des établissements. Donc voilà, les formations sont en train de se mettre en place, sont en train d'être construites avec Intimagir. C'est très intéressant puisque même nous, en tant que sage-femme, de par notre formation initiale, on n'a pas énormément de connaissances sur les handicaps, sur le milieu du handicap, sur le suivi à faire. Donc voilà, avec les formations, on sera toutes équipées, bagage en main, pour du coup directement se rendre dans les établissements et commencer le suivi de dépistage chez les personnes, chez les femmes en situation de handicap. Du coup, merci aux sages-femmes libérales qui répondent présentes ce soir et qui répondront aussi présentes pour débuter du coup le dispositif Handigynéco bientôt, courant 2025. Merci beaucoup, Amandine. Donc concrètement, quand on parle d'Handigynéco, de quoi on parle? Donc Handigynéco, c'est effectivement, comme a pu le repréciser Amandine, c'est la formation de sage-femme libérale. Donc la formation de sage-femme libérale, dans quel but? Dans deux actions bien précises auprès des établissements médico-sociaux et donc des personnes accueillies au sein de l'établissement pour une consultation longue. Donc, quand on parle de consultation longue, c'est une consultation d'1 heure pour chaque femme n'ayant pas de suivi gynécologique actuellement au sein de l'établissement par an pour les établissements médico-sociaux médicalisés. L'animation d'ateliers de sensibilisation aux enjeux de la vie intime, affective et sexuelle et des violences faites aux personnes en situation de handicap à hauteur de 2 interventions pour l'ensemble des professionnels accueillis au sein de l'établissement et un atelier de sensibilisation sur les mêmes thématiques à destination de l'ensemble des personnes accueillies. Donc effectivement, quand on parle de l'ensemble des personnes accueillies, c'est femmes et hommes compris. Ce dispositif Handigynéco, on est bien sur un fonctionnement tripartite avec Handigynéco, la sage-femme et l'établissement. L'établissement a effectivement un rôle primordial dans la réussite de ce dispositif. Donc l'établissement, lui, est en lien effectivement avec la sage-femme, en lien avec Handigynéco via la chef de projet. L'établissement assure aussi l'information, la préparation à la consultation, à l'intervention de la sage-femme. Il assure le bon accueil de la sage-femme au sein de l'établissement. Donc, quand on parle de bon accueil, où est-ce que la sage-femme va pouvoir effectuer la consultation? Est-ce qu'il y a des informations nécessaires à avoir, ou du moins, quelles sont les informations nécessaires à avoir avant la consultation? Comment j'interviens au sein de l'établissement?
Est-ce qu'il y a une préparation aux soins, etc. Hein, toutes ces problématiques qui pourraient être rencontrées par la sage-femme. Et effectivement, vous l'avez vu, hein, la sage-femme va intervenir pour une consultation par femme par an. Donc forcément, s'il y a besoin d'effectuer des soins supplémentaires, si la sage-femme préconise une consultation, une mammographie ou une prise de sang ou autre, et qu'elle ne peut pas le faire à ce moment-là, il va falloir réfléchir à cette continuité des soins et qu'est-ce que je fais effectivement à la suite de la venue de la sage-femme. Donc, en ce qui concerne les objectifs du dispositif Handigynéco, on est sur, dans un premier temps, des objectifs stratégiques. Donc, les objectifs stratégiques, c'est bien évidemment, comme a pu le rappeler Madame Gerbeau, l'accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap accueillies dans les établissements médico-sociaux, et l'initiation d'un parcours de soins gynécologiques n'ayant pas de suivi régulier aux suites des recommandations de la HAS. Donc, le suivi régulier, c'est une consultation par an pour toutes les femmes selon la HAS. Donc, effectivement, on parle bien d'initiation aux soins, comme je vous disais à l'instant, la sage-femme va pas pouvoir faire la continuité des soins, ou du moins pas dans le dispositif Handigynéco, mais bien initier une mise en place de soins, et après, l'objectif sera bien de proposer un parcours de soins pour cette personne si besoin. L'objectif opérationnel, enfin les objectifs opérationnels du dispositif va être de faciliter l'accès aux soins par l'intervention de la sage-femme dans une démarche d'aller vers au sein de l'établissement médico-social, d'informer, de sensibiliser et de former sur la nécessité d'un suivi gynécologique tout au long de la vie, donc pour certains établissements, mais peut-être même aussi, hein, pour en avoir déjà échangé avec certains d'entre vous, comment je vais expliquer aux familles, aux tuteurs, aux parents, qu'on va proposer des suivis gynécologiques au sein de l'établissement, comment faire s'ils ne sont pas d'accord, etc. Hein, donc, c'est toutes des questions qui se posent effectivement dans ce dispositif. Et au vu des chiffres et au vu de la difficulté de cette thématique dans le milieu du handicap, appréhender les situations de violence faites aux femmes. Donc, on vous a parlé effectivement dans ce dispositif une phase très importante et sur laquelle on travaille essentiellement en ce moment, c'est la formation des sages-femmes libérales. Donc, concrètement, la formation, le public cible, vous l'avez compris, c'est une sage-femme libérale sur base du volontariat. Hein, on n'oblige aucune sage-femme à intervenir dans le dispositif. C'est bien une volonté de chaque personne d'intégrer le dispositif. On a effectivement une réflexion sur l'ouverture de la formation, du moins, hein, c'est ce qu'a pu effectivement aussi expliquer Madame Gerbeau, que ce dispositif s'inscrit vraiment dans un fonctionnement de sensibilisation, de formation de l'ensemble des professionnels de santé, et Handigynéco en fera également partie, et on réfléchira à comment on peut faire intégrer ou du moins faire le lien avec l'ensemble du réseau médical hors sage-femme libérale. La formation se fait de manière très pragmatique sur une période de 3 jours. Chaque jour comprenant 7 heures, les jours sont consécutifs et cette formation se fait en présentiel. J'ai déjà eu des demandes pour que ça se fasse en distanciel. On estime effectivement au sein de l'équipe Intimagir et en accord avec l'ARS qu'il est quand même important pendant ces 3 jours que ça soit en présentiel pour permettre un maximum les échanges entre les sages-femmes et les intervenants et de pouvoir commencer à créer ce réseau
d'handigynéco entre les sages-femmes qui seront présentes lors de ces journées. Pour les premières formations, on est sur le premier trimestre 2025, donc exactement mars 2025. Et suite à ces formations, donc dans les 3 jours, vous allez voir, hein, on va vous présenter rapidement ce qui est prévu dans cette formation. Forcément, il y aura des manquements, entre guillemets, sur peut-être des notions spécifiques que les sages-femmes auraient besoin pour intervenir, ou alors surtout des questions qui vont revenir lorsque les sages-femmes vont faire les premières interventions. Donc, on proposera au sein du fonctionnement d'Handigynéco Grand Est des webinaires tous les 2 mois pour soit compléter la formation, soit approfondir et répondre aux difficultés rencontrées lors des interventions. Concernant cette formation, on est sur une construction et une intervention multipartenariale. Donc, j'ai pu solliciter l'ensemble des acteurs déjà présents sur le Grand Est qui soit agissent au sein du handicap, soit sur les violences, soit qui ont des ressources comme Coactis Santé ou différents centres de ressources déjà existants pour créer le contenu, que vous ayez que les sages-femmes puissent avoir un maximum d'informations efficientes pour pouvoir intervenir au sein des établissements et que chaque intervenant puisse être entre guillemets maître de ce qu'il va pouvoir proposer auprès des sages-femmes. Donc rapidement sur la formation, on a divisé la formation en 6 volets. Le premier volet qui est la sensibilisation aux spécificités des différents types de handicap. Voilà, on va chercher à connaître, à comprendre les différents types de handicap. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour une sage-femme à savoir sur les handicaps quand elles vont intervenir au sein des établissements médico-sociaux. Quand on parle de consultation auprès d'une personne en situation de handicap, quelles sont les différences de pratique? Est-ce qu'il y a une différence de pratique? De quoi j'ai besoin pour proposer ces consultations auprès des personnes accueillies au sein des établissements? Le principe d'animer un atelier. Comment j'anime un atelier? Comment je le prépare? Qu'est-ce que je propose comme atelier? Qu'est-ce que j'ai besoin comme ressources pour proposer cet atelier? Et comment j'évalue après mon atelier? Et qu'est-ce que je peux laisser après cet atelier pour que l'information que j'ai pu donner se pérennise au sein de l'établissement? Le 4e volet sur toutes les questions autour de la sexualité, de la vie intime affective, de la lutte contre les violences auprès des personnes en situation de handicap. Donc là, vraiment un rappel de la loi, parler de sexualité positive, quelles sont les représentations ou les stéréotypes autour des personnes en situation de handicap et de ces thématiques, toute la question autour des violences sexistes et sexuelles, les conséquences des psychotraumas auprès de ces personnes, les conséquences de ces psychotraumas au sein des établissements et comment, en fin de compte, la sage-femme va pouvoir s'intégrer effectivement dans ces thématiques et dans ces problématiques pour accompagner la structure, pour aborder ou pour accompagner ces thématiques auprès des personnes. Un 5e volet sur l'environnement des établissements médico-sociaux. Donc, effectivement, comme a pu l'expliquer Amandine, les sages-femmes libérales n'ont pas forcément connaissance du milieu du handicap et n'ont pas forcément connaissance non plus du fonctionnement d'un établissement. Qu'est-ce que c'est concrètement un établissement médico-social? Quels sont les rôles des professionnels au sein de l'établissement? Comment l'établissement fonctionne? Quelles sont les différentes structures qui font partie du réseau de l'établissement, les recommandations de bonnes pratiques de la HAS qui impactent effectivement le fonctionnement de l'établissement, etc. Et un dernier volet sur la parentalité, sur la question d'être parent en situation de handicap et les différentes ressources avec l'intervention des CAP parents sur le Grand Est.
Je vais relaisser la main à Amandine parce qu'il me semblait que c'était quand même plus efficient que ce soit une sage-femme qui parle de la consultation. Et si besoin, je pourrais compléter. Amandine, je te laisse. Oui. Alors, la consultation à proprement parler, notamment pour le suivi gynécologique, je pense que la consultation, on va dire classique de base, ça sert à rien que je revienne dessus puisque les sages-femmes ont quand même l'habitude. Là, ça va être une consultation un peu plus spécifique, d'où le fait aussi qu'on prévoit des consultations plus longues, d'1 heure. Alors, évidemment, ça découlera un petit peu comme on a l'habitude de toute façon au cabinet, hein, avec l'accueil de la patiente, l'anamnèse, l'explication des soins proposés. Sauf que là, effectivement, je pense que vu que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude voilà, d'un suivi, notamment gynécologique, hein, là, on touche vraiment au niveau de l'intimité de la personne. C'est quelque chose qui va se construire en rencontrant la patiente, en nous habituant nous aussi avec son environnement, en lui expliquant aussi les soins proposés, d'où l'importance aussi, nous, en tant que sage-femme, d'être accompagnés par les professionnels de l'établissement. Et puis, effectivement, une fois que la patiente sera peut-être OK voilà, pour la consultation, pour être examinée, la consultation elle se déroulera classiquement avec donc l'accueil, on va dire l'anamnèse de la patiente pour faire connaissance, ses éventuelles demandes, et débutera ensuite l'examen clinique qui risque parfois aussi d'être un petit peu compliqué, hein, de par certaines situations de handicap, et puis toujours évidemment en expliquant, en demandant le consentement, en expliquant aussi que rien n'est obligatoire, que tout peut être aussi fait sur un deuxième temps. Et puis là après, voilà, chaque sage-femme sait très bien le faire en fonction de ce qui sera décrit éventuellement par la patiente au niveau des symptômes. On pourra partir sur un examen, on va dire plutôt classique, avec voilà, examen vulvaire, vaginal, palpation des seins, avec parfois aussi des examens qui seront rajoutés en plus ou enfin toucher vaginal, frottis, test HPV, prescription de bilan sanguin, d'échographie, même éventuellement voilà, mise en place de contraception, voilà. Et donc ce qui sera vraiment important aussi pour la consultation et pour le bon déroulement, ce sera de faire le lien avec l'équipe médicale, d'où l'importance voilà, de communiquer avec le référent, pour que ce soit du coup un parcours de soins et qu'il n'y ait pas on va dire d'arrêt. Si, comme disait Julie tout à l'heure, il y a besoin d'examens en plus, en fait, ce serait important d'avoir éventuellement des coordonnées avec voilà, d'autres praticiens ou voilà, pour prévoir des examens, des mammographies, etc., savoir où les orienter. Parce que voilà, c'est bien de faire le dépistage, la prévention, mais après, s'il y a des examens nécessaires, il faudra savoir vers qui orienter et comment récupérer les résultats, etc. D'où l'importance effectivement de travailler en équipe avec l'équipe des établissements médicaux. Merci beaucoup, Amandine. Donc effectivement, la consultation est la première action qui est demandée aux sages-femmes au sein de l'établissement, enfin, du moins auprès des femmes en situation de handicap accueillies au sein de l'établissement. Et donc, comme je vous disais précédemment, leur deuxième action, ça va être les ateliers collectifs. Donc concrètement, les ateliers collectifs, qu'est-ce qui est demandé aux sages-femmes libérales qui vont intervenir? C'est de proposer, d'animer un atelier à destination des personnes accueillies au sein de l'établissement, donc comme je disais, femmes et hommes en situation de handicap, et aux professionnels de santé des établissements sur la vie intime, affective et sexuelle et sur la prévention des violences. Donc concrètement, cet atelier, bien évidemment, il est important qu'il soit construit avec l'établissement médico-social. Et d'ailleurs, pour en avoir un petit peu échangé avec mes collègues des autres régions, certains établissements utilisent une des animations pour co-construire l'animation auprès des personnes accueillies, pour qu'il y ait vraiment que les choses soient claires et surtout que l'animation, enfin du moins l'atelier qui est destiné aux personnes accueillies soit utile, efficace et que les personnes ressortent réellement avec des informations et qu'on puisse répondre à leurs questions et à leurs besoins spécifiques sur la communication.
Donc, ces temps d'atelier sont bien évidemment des temps de sensibilisation et de prévention, mais également des temps d'échange pour l'ensemble des personnes accueillies et pour l'ensemble des professionnels. Voilà, c'est effectivement ne pas hésiter lors de ces ateliers, du moins pour les professionnels ou même pour les personnes accueillies, de questionner les sages-femmes sur peut-être des incompréhensions autour des thématiques, des questionnements qui peuvent être liés au propre vécu de la personne ou du professionnel. Enfin, voilà, les sages-femmes viennent avec toute bienveillance au sein des établissements et il est vraiment utile de s'appuyer sur elles sur ces thématiques spécifiques et sur les questions que vous pourriez avoir au sein de vos établissements. Donc, on trouvait important aussi de vous proposer un témoignage d'une personne qui a été déjà formée au dispositif Handigynéco sur l'expérimentation en Normandie. Donc, c'est Paloma Refrad qui est avec nous. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis plus à l'aise pour parler en discussion réelle que derrière un écran, mais je suis sûre que tout se passera bien. Donc, effectivement, je m'appelle Paloma et moi, je suis sage-femme libérale. Je suis une expatriée. Initialement, je viens de Normandie où j'ai été sage-femme libérale pendant environ 8 ans. Et j'ai eu la chance de faire partie des premières sages-femmes qui ont été formées au dispositif Handigynéco en Normandie. Donc, moi, j'ai été formée en novembre 2022 et suite à ma formation, j'ai pu intervenir auprès de 3 établissements qui accueillaient chacun une dizaine de femmes qui étaient concernées par le dispositif. J'ai regardé rapidement mes chiffres, mais pour vous donner un ordre d'idée, si jamais vous vous posiez la question, moi, en intervenant auprès de 3 établissements sur 9 mois, j'ai pu réaliser 23 consultations, réaliser 6 ateliers auprès des usagers et 3 ateliers auprès des professionnels. Pourquoi j'ai arrêté au bout de 9 mois? Parce que la vie a fait que je me retrouve dans l'Est. Mais sinon, j'aurais évidemment continué avec plaisir en Normandie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées. Moi, je voulais peut-être plus du coup m'adresser auprès des sages-femmes libérales, de mes consoeurs. Quand j'ai commencé en Handigynéco, j'avais peut-être, comme certaines d'entre vous, un peu la boule au ventre à me dire que je trouvais super chouette que les sages-femmes libérales puissent intervenir auprès de populations qui étaient en manque cruel d'accès aux soins, mais peut-être me sentir en difficulté d'intervenir auprès d'un public auquel je n'étais pas forcément habituée. Donc, première chose, chers collègues, rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls. Tout d'abord, une super formation vous attend. Elle a pu en parler, Julie. Il va y avoir une formation auprès de plein de professionnels différents qui sont habitués aux personnes en situation de handicap et qui vont vous permettre de compléter votre formation initiale de sage-femme libérale. Et puis, une fois la formation terminée, quand vous allez pouvoir intervenir sur les lieux, vous ne serez toujours pas seul. Il y aura les équipes des établissements, donc des personnes ressources. Moi, je me suis beaucoup appuyée auprès des infirmières qui ont pu m'accompagner pendant les consultations. Et puis aussi, voilà, auprès des auxiliaires ou des personnes qui connaissent les patientes et le public et qui pourront vous accompagner pendant les consultations. Donc voilà, moi, je n'ai jamais eu de consultation seule avec les patientes. Les patientes, en général, demandaient ce qu'il y ait quelqu'un de l'équipe qui soit présente. Et c'était souvent un temps de consultation à 3, ce qui était rassurant pour tout le monde. Vous n'êtes pas seul, puisqu'il y aura également il y a des médecins référents auprès de chaque établissement. Donc, si jamais vous vous posez des questions plus sur le côté technique des consultations ou des prises en charge médicales, ce sont des patients qui ont déjà un suivi médical qui est mis en place et donc qui ont des médecins qui pourront répondre à vos interrogations. Et puis, nous, en Normandie, on avait mis en place un petit groupe WhatsApp entre sages-femmes formées au sein d'Handigynéco. Donc, notamment, ce qui nous posait un peu plus de difficultés, c'était les ateliers, puisque nous, en termes d'ateliers, on est plus souvent habitués à la préparation à l'accouchement que des ateliers auprès du handicap. Et donc, des fois, on avait des petites questions sur comment aborder ces ateliers-là. Donc, d'une part, c'est vu en formation, puis d'autre part, entre collègues, on pouvait se donner des petits tips pour que ces ateliers
se passe au mieux. Il y a eu plein de choses déjà qui ont été dites. Pour les ateliers professionnels, moi, je trouvais ça vraiment intéressant d'en discuter avec les équipes et de parler, avant de commencer l'atelier en lui-même, de dire, écoutez, quelles sont, vous, les thématiques qui peuvent vous intéresser auprès du suivi gynécologique ou de la contraception ou de la sexualité auprès de vos usagers. Et du coup, c'était beaucoup plus intéressant pour moi, le sage-femme libérale, et pour les équipes de partir d'une thématique qui pouvait poser difficulté pour eux. Et concernant les ateliers des usagers, là encore, c'est de discuter avec les équipes, mais aussi auprès des usagers, sachant que je ne sais pas si ça a été trop abordé lors de cette présentation, mais c'est les usagers, donc aussi bien hommes que femmes. Donc on avait beaucoup de... Enfin, moi, j'ai pu faire des ateliers sur le consentement, sur les questions de nudité, les questions d'intimité, etc. Donc là encore, en tant que sage-femme, c'est vrai qu'on est peut-être plus habitué à intervenir auprès de femmes, et donc là, ça nous permet aussi d'intervenir auprès d'hommes. Donc c'est Handigynéco extrêmement formateur et enrichissant en tant que sage-femme de nous permettre de compléter notre activité pour aller vers une démarche d'aller vers des patientes qui n'ont pas cette chance d'accéder aux soins gynécologiques, d'aller vers des établissements qui n'ont pas forcément l'habitude d'accueillir des sages-femmes. Donc, c'est vraiment un enrichissement bilatéral. Donc, voilà, c'est vrai que ça peut, des fois, un petit peu nous remettre en question, de sortir de notre zone de confort, mais allez-y en confiance et surtout de se dire que l'on n'est pas seul dans cette aventure qui est extrêmement enrichissante et valorisante pour tous les intervenants. Voilà. Merci beaucoup, Paloma, c'était parfait. Donc, je vais rebondir sur la phrase que tu as pu dire régulièrement. Vous n'êtes pas seul. Donc, effectivement, hein, c'est le cœur du dispositif Handigynéco et c'est bien ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Handigynéco, c'est la création d'un réseau. Donc, si vous intégrez Handigynéco, que ce soit en tant que sage-femme ou en tant qu'établissement, l'objectif est bien d'intégrer un réseau qui permettra effectivement à l'ensemble des acteurs de ce réseau de ne pas être seuls, que ce soit pour les sages-femmes ou pour les établissements médico-sociaux, mais bien de pouvoir construire les choses ensemble, de co-construire en fin de compte ces consultations, ces ateliers, avec toujours cette possibilité de revenir vers nous en cas de difficulté, en cas de problème, en cas de question. Et j'expliquais tout à l'heure que pour compléter ou du moins pour répondre aux différentes questions que pourraient se poser les sages-femmes, nous proposerons des webinaires, mais c'est également dans cette idée que, et Paloma a pu l'expliquer, que vous puissiez aussi échanger entre vous. L'objectif est vraiment de pouvoir s'auto-nourrir et se co-nourrir de cette expérience et de ce que chacun va pouvoir vivre. Donc voilà, on a proposé cette articulation pour vous montrer que Handigynéco est là en tant que pilotage opérationnel. Donc où dans ce pilotage, il y a effectivement l'identification des sages-femmes volontaires, la coordination et l'organisation de la formation, le soutien auprès des établissements et le suivi des consultations et des ateliers avec... Bien évidemment, on n'en a pas parlé jusque-là, mais la rémunération des sages-femmes à chaque intervention, il nous sera indiqué que la sage-femme est intervenue. Donc, ça nous l'expliquerons peut-être un petit peu par la suite, mais voilà, avec la possibilité de remplir un formulaire qui nous indiquera que la sage-femme est intervenue et qui, du coup, enclenchera par la suite la rémunération pour l'action qui a été proposée, soit pour l'atelier, soit pour la consultation. On a également mis qu'il était important, et depuis le début,
comme a pu le rappeler Madame Gerbeau ou Amandine, on travaille en étroit lien avec l'URPS ou même avec certains ordres des sages-femmes que j'ai pu rencontrer récemment pour vraiment être au plus proche des besoins des sages-femmes et de leur réalité de terrain. Et également donc avec l'ARS Grand Est sur leur pilotage stratégique, pardon, qui nous permet effectivement d'avoir accès à différentes coordonnées pour interpeller les établissements médico-sociaux. Et ce réseau tripartite, bien évidemment, s'inscrit dans un environnement bien plus large qui est le réseau effectivement des professionnels de santé de ville ou des professionnels de santé hospitaliers qui ont une place également très importante dans ce dispositif puisqu'ils vont permettre, comme on le disait depuis le début, proposer et permettre cette continuité des soins. Donc, on a effectivement un petit peu parlé de ce qu'était la chefferie de projet d'Handigynéco, un petit peu le rôle des sages-femmes. Maintenant, je pense qu'il est important de parler du rôle des établissements. Alors, je vais essayer un petit peu de dire comment nous, on voit le rôle des établissements, et puis je laisserai un petit peu Paloma reprendre sur le rôle, effectivement. Parce que il est, je pense, très important que vous puissiez identifier quel va être votre rôle en tant qu'établissement. Moi, j'ai peut-être plus un contexte théorique, alors que Paloma va vraiment avoir un contexte réel de ce qu'elle a pu vivre et de l'importance effectivement de l'établissement au cœur de ce réseau. Donc concrètement, nous, ce qu'on attend de l'établissement médico-social dans l'action dans ce réseau, c'est d'être en lien avec les différents acteurs du dispositif, pouvoir être moteur pour la mise en place de l'action au sein de son établissement. Vous verrez à la suite de ces slides, vous aurez un petit QR code qui vous permettra d'atterrir sur notre site internet pour vous inscrire. Voilà, nous, on a communiqué largement. On communique via ce webinaire, on communique sur les réseaux sociaux. Voilà, on essaye un petit peu d'informer l'ensemble des acteurs et des établissements que nous existons, mais c'est bien l'établissement qui va être moteur pour intégrer le dispositif. Voilà, on va pas je vais pas prendre mon bâton de pèlerin et aller dans tous les établissements pour demander si oui ou non vous voulez intégrer le dispositif. Le rôle aussi de cet établissement, ça va être de coordonner les besoins à la venue de la sage-femme. J'en ai un petit peu parlé, donc les fiches de liaison, l'habituation aux soins, également informer le fonctionnement interne à l'établissement de la sage-femme. Amandine a pu parler de prise de sang ou d'actes médicaux. Concrètement, alors c'est très technique, mais qu'est-ce que je fais de ma prise de sang, où je la mets, comment ça fonctionne au sein de l'établissement, comment elle est amenée jusqu'au laboratoire et comment ça se passe par la suite. D'assurer le suivi suite à la préconisation des sages-femmes, donc ça on en a effectivement déjà un petit peu parlé, être en lien avec l'équipe d'Handigynéco et les professionnels de santé extérieure, donc c'est ce que je vous disais précédemment, que le réseau créé, cette tripartie s'inscrit bien dans un environnement et avec le soutien de l'équipe d'Handigynéco, les professionnels au sein de l'établissement, du moins l'établissement, va pouvoir accéder à peut-être des consultations à l'extérieur dans l'idée de ce suivi gynécologique. L'établissement, alors il nous faudra effectivement une personne ressource au sein de l'établissement ou du moins un mail ressource, je ne sais pas comment dire, mais qui sera destinataire de toutes les communications d'Handigynéco. Encore, pour revenir sur cette idée que vous n'êtes pas tout seul, que en intégrant le dispositif Handigynéco, vous intégrez un réseau, vous intégrez presque une communauté.
l'objectif est bien de pouvoir communiquer ensemble, que vous puissiez avoir les différentes informations de ce qu'on met en place, mais à l'inverse, que vous puissiez aussi nous interpeller et nous poser toutes les questions ou les difficultés que vous rencontrez. Voilà. Paloma, est-ce que tu veux compléter quelque chose? Pourquoi pas, oui, merci. Effectivement, moi je trouve que la désignation d'une personne ressource peut être vraiment un élément primordial dans la mise en place de la communication avec l'établissement. En tout cas, moi, ça a été quelque chose de très aidant. Auprès des 3 établissements auprès duquel je suis intervenue, j'avais à chaque fois une personne ressource. C'est une personne que j'ai pu rencontrer avant mes premières interventions pour déjà communiquer ensemble sur dans quel endroit est-ce qu'on va pratiquer les consultations. Est-ce en infirmerie? Est-ce dans la chambre du patient? Est-ce qu'on fait d'abord le temps de consultation dans l'infirmerie, puis le temps d'examen dans la chambre du patient? Je pense que tout ça sera revu en détail lors de la formation. Mais tout ça, ce sont des choses à voir en amont pour moi, ça me semble primordial que le jour où on vienne pour commencer nos premières consultations, nos premiers ateliers, on connaisse déjà l'établissement, on connaisse rapidement les locaux, on sache déjà où est-ce qu'on va pouvoir intervenir auprès des patientes. Et mine de rien, quand vous allez pouvoir visiter l'établissement la première fois, les patientes et les équipes vont également pouvoir faire votre connaissance. Et c'est une forme d'habituation aux soins déjà de pouvoir rencontrer déjà la sage-femme. Voilà, juste bonjour, écoute, je suis Paloma, je suis la sage-femme on va peut-être se rencontrer le mois prochain si tu souhaites un examen. Alors, j'utilise le tutoiement ou le vouvoiement, évidemment, ça dépend de chaque patient. Donc voilà, déjà, vous connaître les locaux, qui est une personne ressource, ça me semble primordial. En termes d'habituation aux soins, c'est à voir avec chaque établissement. Mais moi, par exemple, on m'a demandé de me prendre en photo. Il y a des patients qui avaient des petits calendriers sur lesquels ils mettaient des stickers. C'est tiens, tu vois, aujourd'hui, c'est le sticker de la sage-femme, donc tu as la sage-femme qui viendra. Et donc voilà, tout ça, c'est évidemment des choses à prévoir en amont. La personne ressource, pour moi, c'était l'infirmière, donc c'était hyper facile pour après, si moi je prescrivais une échographie ou un bilan sanguin, ok, l'infirmière, elle est déjà hyper habituée à ça, donc pas de souci, le bilan, je vais le prélever la semaine prochaine. Quand j'ai les résultats, je te les transmets. Enfin, c'est nous qui sommes censés recevoir les résultats d'ailleurs. Mais voilà, les infirmières, elles sont déjà habituées à programmer ce type de soins, donc c'est quelque chose qui se fait dans la continuité. Et au-delà de ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait abordé aussi, mais c'est aussi très important, le lien avec les familles des résidents. Alors, je ne sais pas, Julie, tu en parleras peut-être plus tard, mais nous, en Normandie, les familles recevaient un courrier qui expliquait un petit peu la démarche d'Andigynéco et qui est la possibilité qu'il y ait des sages-femmes qui interviennent. Donc, je te laisserai rebondir là-dessus ou pas, mais enfin, dans le sens que, je ne sais pas si ici aussi, les familles aussi, elles auront un courrier, mais des fois, certaines familles pouvaient être un peu réticentes à se dire attendez, moi je ne souhaite pas que mon enfant ait un examen gynéco, soit parce qu'il en a déjà eu, soit parce que je refuse qu'il ait un frottis. Et du coup, c'était hyper intéressant de réexpliquer c'était quoi un examen gynéco, quelle est l'utilité, et qu'il n'y aurait pas forcément de frottis, etc. Donc l'établissement, il a vraiment un rôle pivot entre nous, les consultations auprès des résidents et aussi auprès des familles. Donc voilà, pour moi, la clé, ce sera vraiment la communication, d'avoir une personne ressource, un mail ressource, et d'avoir la possibilité de rencontrer une première fois l'établissement et les personnes qui vous accompagneront lors des premières consultations. Voilà. Je vais déjà répondre à la question, donc je vais anticiper la question qui s'était posée sur les parents. Donc la question dans le chat, et je vais revenir à ce que disait Paloma, effectivement, il nous semble important quand même de pouvoir informer l'ensemble des familles, mais également les tuteurs ou les personnes qui seraient sous mesure de protection, tutelle, curatelle, de cette mise en place, et que les personnes accueillies pourraient bénéficier d'un suivi gynécologique au sein de l'établissement. Donc ça, bien évidemment, je pense qu'il est très important qu'on puisse informer l'ensemble des personnes, l'ensemble des parents et des familles
et des tuteurs sur cette action. Mais en plus de ça, comme le disait Paloma, le but n'est pas de faire des examens à tout prix, à tout craint. Si une personne, enfin l'établissement peut-être ne pas être au courant que un des parents emmène la jeune femme régulièrement voir un ou une gynécologue ou une sage-femme pour un suivi gynécologique régulier. Le but n'est pas de déséquilibrer un fonctionnement et un équilibre qui est mis en place et qui, en fin de compte, répond à nos objectifs. Donc voilà, hein, effectivement, si la sage-femme a déjà une consultation régulière, en fin de compte, elle rentre presque pas dans notre public cible. Elle pourra bien évidemment participer aux ateliers, mais comme je le disais, le but est bien de ne pas déséquilibrer quelque chose qui est mis en place et qui est efficient, mais bien de répondre à un manque pour les personnes qui ne l'auraient pas aujourd'hui. Donc là, vous voyez un petit peu ce que je vous expliquais, donc comment participer avec les questionnaires, etc. On va passer effectivement aux différentes questions. Donc en ce qui concerne les questions, pour reprendre sur les parents, une question dans le chat était « Mais est-ce que les ateliers peuvent être à destination des parents ?» Concrètement, dans le dispositif et la mise en place du dispositif Handigynéco, il n'est pas envisagé que les ateliers puissent être à destination des parents. Par contre, et c'est tout l'avantage que Handigynéco soit porté par un team Agir, ça peut être une action qui va être organisée et animée via un team Agir. Donc, vous pouvez tout à fait nous interpeller, nous dire, bah voilà, on est en difficulté, on se rend bien compte, malgré le courrier, malgré les informations, malgré peut-être une intégration enfin que ça soit porté institutionnellement, une intégration dans le projet d'établissement, dans les différents projets personnalisés, on a des parents qui sont quand même fort réticents ou qui aimeraient pouvoir échanger, etc. Et là, en fin de compte, ça va être plus le travail d'un team Agir pour savoir comment, en tout cas ça fait partie des missions d'un team Agir, pour répondre à comment informer les parents, comment répondre à leurs questions, est-ce qu'on crée un café des parents, ou en plus de ça on va pouvoir échanger sur, au-delà de la consultation gynécologique, mais bien sur la vie intime, affective et sexuelle de la personne, de leurs enfants ou frères et sœurs, peu importe, et du risque de violence. Enfin, voilà, on va pouvoir avoir un échange plus global sur ces thématiques auprès des parents via un team Agir. Après, de toute façon, de par le portage d'un team Agir d'Handigynéco, le contact est le même. Hein, ne vous embêtez pas si vous avez des difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour lesquelles il faudrait répondre là maintenant ? Alors, les personnes peuvent mettre dans le chat. Là. Voilà, si vous avez d'autres questions, alors normalement, Hélène a essayé de vous répondre au mieux tout au long de ce webinaire sur les différentes questions que vous vous posiez. Là, on a une question. Si j'ai répondu à l'ami Handigynéco, l'AMI, et une réponse positive, mon établissement est-il automatiquement inscrit ? Alors, effectivement, si vous sollicitez, alors ce n'est pas un appel à manifestation d'intérêt, je ne lance pas d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt, je demande juste que l'établissement se manifeste, en fait, qu'il y ait une volonté de l'établissement de faire. Donc, concrètement, c'est un forms, hein, vous répondez à un questionnaire. Moi, je vous recontacte. Et on échange effectivement sur ce qui est possible et mis en place. Et il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de sélection. Bien évidemment qu'un établissement, à partir du moment où il rentre dans les spécificités qui est demandé par Handigynéco, c'est-à-dire un établissement médico-social médicalisé, bien évidemment que vous rentrez dans le dispositif. Après, la seule question derrière, ça va être est-ce qu'on va réussir à former une sage-femme autour de chez vous qui va pouvoir intervenir dans votre établissement? C'est la seule question, entre guillemets, qu'on va pouvoir se poser sur l'éligibilité, entre guillemets. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Les docs. Avez-vous déjà les dates précises des formations? Oui, alors concernant les dates, est-ce que tu peux juste regarder sur je vais parce que remettre je n'ai sur pas écrit. Donc c'est mars, les premières formations se font en mars Je vais 2025. les mettre dans le chat. Chaque formation se fait par anté-région. Pareil, j'ai peut-être passé un peu vite tout à l'heure, mais il est important qu'on puisse répondre sur le territoire des personnes. On ne va pas demander aux sages-femmes de se déplacer. Si vous habitez en Alsace, on ne va pas vous demander de venir vous former sur Reims. Donc, il y a une formation qui est mise en place par anté-région. Les dates, c'est pour l'Alsace du 31 mars au 2 avril 2025, pour la Champagne-Ardenne du 24 mars au 26 mars 2025 et pour la Lorraine du 3 mars au 5 mars 2025. Concernant ces dates, pour le moment, je n'ai pas de lieu précis parce que le but est que vous puissiez, en tant que sage-femme, quand vous répondez au questionnaire, je vous demande si vous avez une ville, entre guillemets, de préférence et en toute logique, on organisera au mieux la formation dans la ville qui est la plus plébiscitée, quoi. Alors, pour les associations, est-ce que l'on peut remplir un seul pour l'ensemble des ESMS demandeurs en sachant qu'un plateau médical coordonne les actions? Donc concrètement, c'est si une association a plusieurs établissements et qu'elle veut faire intégrer plusieurs établissements. Alors, je réfléchis d'un point de vue technique. Écoutez, répondez au questionnaire et peut-être de toute façon à la fin de chaque questionnaire, que ce soit pour les établissements médico-sociaux ou pour les sages-femmes, vous avez une petite question qui vous demande si vous voulez rajouter quelque chose. Mettez-le et je reprendrai contact avec vous. Donc je vais laisser du coup Madame Gerbeau conclure. Et en tout cas, encore merci pour votre participation et pour votre écoute. Merci beaucoup pour ces propos, pour cette présentation. Aujourd'hui, ce dont on parle, Handigynéco, c'est ni plus ni moins qu'une organisation qui permet aux personnes les plus éloignées du soin d'y accéder. Donc, quelque part, c'est une manière de contribuer à rendre un droit à l'égal accès aux soins effectif pour les personnes, et notamment pour les soins gynécologiques des femmes en situation de handicap. J'insiste sur le fait qui a été dit que c'est bien une action qui vient en complément de ce qui peut exister déjà. Le principe de base, c'est l'accès au droit commun. On voit que ce droit commun peut être d'accès un peu difficile. Donc, on vient compléter le panorama par un dispositif spécifique qui permet d'essayer de s'affronter à ces difficultés, mais c'est bien vers les personnes les plus éloignées ou les plus en difficulté que nous orientons l'action, ce qui permet de répondre à certaines questions qui étaient dans le chat sur pourquoi le ciblage des masses et femmes. Alors, c'est peut-être un petit peu artificiel parce qu'on sait très bien que les catégories ne sont pas aussi étanches que ça, et que ce n'est pas parce qu'on est, par exemple, en foyer de vie ou qu'on est travailleur des AD qu'on a une facilité à accéder à des soins de gynécologie, mais on a vraiment souhaité, c'est le niveau national qui l'a souhaité comme ça d'ailleurs, cibler sur les masses et femmes dans un premier temps parce que on a considéré que c'était là qu'était le potentiel de personnes les plus éloignées, le plus important. Donc après, effectivement, on a aussi des personnes en amendement contrôle en IME qui, si elles étaient en masse femmes, pourraient bénéficier du dispositif. Tout ça se réfléchit, mais c'est bien ça l'idée. Et en tout état de cause, c'est pas parce que ce dispositif existe qu'il ne faut pas continuer à travailler sur le droit commun, à construire les filières de soins, les équipes de soins dans les territoires, à collaborer avec les professionnels de santé pour l'accessibilité à des soins gynécologiques, même sans handigynéco. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais préciser. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des éléments dont vous avez besoin pour vous mobiliser, être convaincu, contribuer à ce dispositif. Juste en perspective, je voulais vous signaler qu'on n'est pas sur quelque chose de piégeux ou d'éphémère, puisque le dispositif handigynéco, cela vous a été dit, est parti d'une expérimentation et il y a une généralisation qui est engagée, que nous mobilisons via cette chefferie de projet aussi des moyens spécifiques pour accompagner ce déploiement, mais que les discussions qui ont lieu actuellement au niveau national dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoient une bascule, là encore, dans le droit commun, notamment sur les parties consultation, mais aussi certainement sur la partie atelier
de ce dispositif et des cotations, notamment pour les consultations qui seront demain, qui ont vocation, en tout cas c'est ce que les députés souhaitent aujourd'hui, on espère que ça ira au bout dans la loi finale, mais une cotation en dur dans les actes, des actes des sages-femmes pour pouvoir coter ces consultations si spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Donc, on avance, mais l'objectif, c'est que le droit commun vraiment prenne en compte la spécificité des personnes en situation de handicap, y compris en matière d'accès aux soins gynécologiques. Donc, je vous invite à surveiller les développements de ce sujet dans les mois qui viennent et en tout cas dans l'attente à contribuer pleinement à ce dispositif handigynéco. Donc, merci encore à tous les participants. Merci à l'URPS Sage-Femme du Grand Est, à Madame Bandel, Madame Bocquet. Merci à Paloma Rey, j'ai vu son nom de son témoignage qui était tout à fait parlant. Et puis, à vous de jouer, à nous de jouer pour faire en sorte que ce dispositif handigynéco se déploie et qu'on puisse soutenir cet accès aux soins qui est si important. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Gerbeau. Donc, merci. Je tiens quand même à remercier aussi l'ensemble des participants. Merci, Amandine. Merci, Paloma, pour vos interventions. Merci à vous. C'était très riche. Merci à tous pour votre venue. J'espère à bientôt et bonne soirée à tous.